Bonjour et bienvenue à Balado Ludique, un podcast entièrement dédié aux jeux et plus particulièrement aux jeux de table et aux jeux de société. Aujourd'hui, saison 2025-2026, épisode 5. Et j'ai avec moi ce soir, là, il faudrait bien que je vous le montre parce que vous ne le voyez pas. Et il est là, c'est nul autre que Pierre Poisson-Marquis. Bonsoir Pierre, est-ce que ça va bien? Ben oui, ça va, toi? Ça va. Ça, Et on est juste deux ce soir. Oui, on est juste deux ce soir, en fait, parce que, Vincent était dans l'impossibilité d'être avec nous ce soir, mais on va en profiter, en fait, pour continuer de la liste des 50 auteurs les plus influents depuis 1950, si je me souviens bien. Ça fait tellement longtemps qu'on n'a rien fait de ça que je me souviens même pas. Ouais, effectivement, je pense que ça nécessiterait un petit rappel parce que c'est vrai que depuis la dernière émission, on a pris un peu de retard et d'ailleurs, on en a tellement appris qu'on s'est permis de faire une émission sans Vincent. Donc, C'est très difficile pour nous autres, en fait, de se retrouver les trois. On a des horaires un peu loadé, hein, on va se le dire. Mais ouais. effectivement, on recommence pas la liste au complet. Là. On va faire aujourd'hui les numéros 45 et 44. Euh, Oui. donc, en fait, est-ce que Mais tu peux nous rappeler qui étaient les numéros 50 à 46? oui, exactement. Donc, on avait commencé avec Volko Ruhnke en 50e position. Auteur donc des Coin Games notamment. Euh, Ensuite, on avait poursuivi, si ma mémoire est bonne, avec Monsieur Richard Emblin. Donc, Richard Emblin qui était numéro 49 caractérisé comme un pionnier des jeux qu'on appelle des jeux bac à sable, avec son Magic Realm et son Merchant of Venus et son Gunslinger, entre autres. Euh, Ensuite, a suivi Monsieur Rob Daviau. Donc, Rob Daviau, surtout connu pour avoir créé le concept de legacy dans les jeux de société, mais tellement loin d'être uniquement associé à ça. Rob Daviau, donc, on avait établi qu'il était un auteur très axé sur les émotions qu'on vivait dans les jeux de société lorsqu'il voulait faire des jeux. Et ça lui a vraiment ça l'a vraiment aidé sa carrière en voyant les jeux de cette façon-là. Et ensuite, on avait terminé avec Jean-Louis Roubira, l'auteur du fameux Dixit. Lui aussi n'étant pas seulement l'auteur d'un seul jeu, mais bien sûr étant essentiellement associé à ça et ayant aussi créé un précédent avec ça, puisque il a été le premier auteur de France à accéder au prestigieux Spiel des Jahres avec son jeu. Euh, et bien sûr, son Dixit a fait école, littéralement, dans les styles de jeux de société. Depuis que son Dixit a été sur le marché, on peut maintenant parler de catégorie de jeux d'expression par illustration. Rien de Alors, moins. rien de moins, absolument rien de moins. Ça fait quand même, plus que presque 20 ans que ça dure en cette année 2026 que Dixit a fait, a mis au monde cette catégorie, je dirais, ou le standardisé. Euh, et bon, les scores aussi qui sont sur 100 étaient de 58 pour... non, 57 pour M. Runke, 58 pour M. oh, excusez, j'ai oublié M. Lornius. J'avais oublié M. Lornius. Donc, oui. Je répète donc le début. On est avec Volko Ruhnke en 50e avec 57 sur 100. Monsieur Lonius, très important, donc auteur américain, archétype des auteurs américains, je dirais, pour avoir euh, pas mis au monde les jeux coopératifs modernes, mais presque, presque. Ils existaient avant son arrivée, mais lui, il les a vraiment standardisés aussi, et surtout
standardiser la culture Lovecraftienne dans les jeux de société. C'est en grande partie grâce à lui que maintenant cette thématique-là pullule dans les jeux de société modernes, autant aux États-Unis qu'à l'extérieur même. L'Allemagne et le Japon en ont fait leur plus gros aussi. Après Richard Lonius avec son 58%, là on avait Richard Emblin, donc avec son 59%, Rob Davio, donc 60%, Jean-Louis Béra, 61%, et on arrive ce soir avec les deux prochains. Oui, avant que tu embarques là-dedans, écoute, les gens le savent peut-être pas nécessairement, mais bon, Balado Ludique, c'est une présentation officielle de Locomuse Studio, donc c'est payé et subventionné, et en fait, on n'est pas payé puis on n'est pas subventionné par Studio Locomuse, mais j'aimerais quand même en profiter pour, en fait, pour parler des deux sorties qu'on a ce printemps. Chez Studio Locomuse, là, j'ai mis mon beau chandail pour l'occasion. Là. Donc, on va quand même parler de nos deux sorties ce printemps parce que c'est deux jeux, bon, en fait, un en France, deux au Québec. On s'entend, il y a un des deux jeux qu'on n'avait pas les droits pour la France, donc on l'a sorti seulement au Québec. Et je vais commencer par celui-là. Et on parle de Speed Colors. Speed Colors, c'est un jeu de Édouard Morin, si je me souviens bien son nom. Erwin Morin, merci. Excuse-moi. En fait, c'est un jeu qui s'adresse principalement aux enfants, mais qui va plaire aux adultes aussi. C'est un jeu, en fait, de dessin, de coloriage. Et en fait, c'est pas très compliqué, c'est que vous avez une image qui est séparée en 6 sections. Donc, c'est comme du coloriage, là, donc c'est en noir et blanc avec 6 sections colorées. Et vous allez avoir 6 crayons de couleur au centre de la table que les joueurs vont devoir se partager. C'est un jeu en temps réel et il va falloir dessiner le plus rapidement possible et le plus exactement possible sans dépasser des lignes. Donc, l'image qu'on a. La seule chose, c'est que d'un côté de la carte, vous avez l'image qui est déjà coloriée, que vous allez devoir mémoriser. Et ensuite de ça, vous avez retourné la carte et commencé à colorier l'image qui est en noir et blanc. Donc, l'idée, c'est vraiment d'essayer de se rappeler quelles étaient les couleurs et sauter sur les crayons le plus rapidement possible, dessiner le plus précisément possible, parce que si vous dépassez ou si vous ne coloriez pas complètement une section, vous ne faites pas de points. Donc, c'est vraiment, pour les enfants, ça travaille vraiment la mémoire, la dextérité fine. Donc, c'est un jeu qui est un peu chaotique. Je vais expliquer pourquoi. C'est qu'en fait, après une manche, le joueur qui a fait le moins de points durant la première manche va prendre 2 crayons et va tout simplement intervertir les bouchons de ces 2 crayons-là. Ce que ça va faire, c'est que vous allez avoir un bouchon rouge, par exemple, sur un crayon bleu. Bien, vous ne savez pas que c'est le crayon bleu, il faut s'en souvenir aussi. Donc, vous avez une deuxième couche de mémoire qui vient embarquer par-dessus. Et là, ça va être aussi gérer un peu l'angoisse et le stress parce que c'est en temps réel. Donc, et à chaque manche, on va intervertir 2 bouchons comme ça. Comme ça, à la fin des 3 manches, en fait, à la fin des 3 premières manches, donc pour la 4e manche, les 6 bouchons vont être sur les mauvais crayons. Et ça donne vraiment lieu à des émotions incroyables et du chaos total. C'est très drôle et même les adultes trouvent ça vraiment très drôle. Donc ça, c'est un petit jeu, en fait, Speed Colors, qui va être disponible très bientôt en magasin au Québec seulement. Donc c'est un jeu de Red Cat Games là, qui nous vient de l'Arménie, en fait, originalement. Donc ça, c'est la première sortie. Deuxième sortie, et là, c'est Québec et France, et c'est encore dans notre gamme de petites boîtes là, qu'on a sorti Cake Master et Toshi Toshi, entre autres. Donc, c'est le 3e de la gamme qui s'appelle MAD. MAD, c'est un jeu de Thomas Dagenel-Espérance, qui est aussi l'auteur de Décrypto, l'auteur de Mimose et Sam,
est l'auteur de, en fait, plusieurs autres jeux. D'ailleurs, il lance, je pense, 4 jeux cette année seulement. Donc, c'est quand même une année très forte pour lui. Euh, donc, Mads, c'est un petit jeu de cartes, mais c'est un jeu de négociation, bluff, alliance, trahison, ce qu'on appelle dans le jargon un bon petit jeu d'enfoiré. L'idée, c'est vraiment d'essayer de trouver ses alliés le plus rapidement possible et d'essayer de les trahir le plus rapidement possible. Comment ça fonctionne, en fait, c'est que vous allez avoir 7 personnages au centre de la table. Vous avez vous allez recevoir en fait un objectif secret qui compose 3 personnages, donc qui montre 3 personnages dessus. Et vous allez faire des points seulement pour ces 3 personnages-là. Et chaque joueur a évidemment un objectif distinct. Par contre, chaque joueur a un objectif avec un personnage en commun avec chacun des autres joueurs systématiquement. Donc, c'est le principe un peu à la double. Donc, vous avez un et un seul personnage en commun avec chaque autre objectif. L'idée, en fait, c'est d'aller... Vous allez avoir des cartes avec des points. Donc, de 1 à 4, il y a aussi des crânes qui vont tuer les personnages. Il y a des potions, il y a des cartes spéciales. Mais l'idée, en fait, ça va être d'aller placer des cartes sur les personnages pour essayer de monter leur valeur, pour qu'ils vous donnent des points à vous, ou aller mettre des cartes négatives sur les personnages que vous ne voulez pas. Par contre, ce qui est beau là-dedans, ce qui est le fun, ce qui est vraiment innovant, c'est que vous n'avez pas à le faire vous-même. En fait, vous ne pouvez pas le faire vous-même. Vous êtes obligé de demander à un autre joueur de le faire à votre place. Exemple, je pourrais donner une carte à Pierre et lui demander « Pierre, est-ce que tu peux mettre cette carte-là, s'il te plaît, sur le paranoïaque? » En fait, l'illuminé, excusez, il a changé de nom. Sur l'illuminé. Et là, Pierre va regarder la carte. Il va se dire moi, ça me tente, c'est correct, je suis d'accord avec ça. Et là, il va laisser la carte face cachée sur le personnage. S'il n'est pas d'accord avec moi, il peut placer la carte sur n'importe quel autre personnage, mais face révélée. Donc, il va donner l'information à tous les autres joueurs. Et là, évidemment, tout le monde sait que moi, je voulais l'illuminer. Et là, tout le monde sait que Pierre, il veut probablement pas l'illuminer, mais qu'il veut tel autre personnage à la place. Donc, plein d'informations viennent de se donner. Et c'est un jeu, en fait, qui va avoir vraiment beaucoup, beaucoup d'émotions et beaucoup de réactions autour de la table parce que c'est... vous allez, en fait, vous backstabber en bon français. Là, ça va être vraiment ça va être des coups fourrés un après l'autre. Donc, c'est un petit bijou, ce jeu d'interaction entre les joueurs. Sérieusement, je vous implore d'essayer ce jeu. Ça a été un succès incroyable, en fait, quand on l'a présenté aux boutiques, aux influenceurs à Cannes, quand on est allé il y a quelques semaines. Et aussi à la Quige au Québec, ça a très bien fonctionné. Donc voilà, c'est nos 2 sorties, en fait, de ce printemps, Speed Colors et Mad. Et là, c'était la publicité Locomuse qui vient de se terminer. Et on retourne à Pierre. Merci bien, Antoine. Donc, oui, effectivement, le palmarès des auteurs, donc, ce qu'il fallait rappeler aussi, c'est que ce palmarès-là est basé sur 5 critères que j'ai rigoureusement conçus pour en faire quelque chose de plus objectif possible. Donc, ces fameux scores sur 100 sont basés sur 5 critères qui sont tous en ordre d'importance. Le plus important étant la transformation structurelle qu'un auteur a donnée au marché du jeu de société, finalement. Transformation structurelle impliquant à quel point l'auteur a mis son empreinte dans l'industrie en faisant une création, par exemple, d'une nouvelle école de jeu ou en inventant une mécanique de jeu qui a tellement été majeure qu'elle a révolutionné le marché. Donc, transformation structurelle, c'est pas mal la chose la plus importante. Ensuite, l'intériorité historique, qui est le deuxième critère le plus important, puisque, bon, on s'entend que si un auteur est ancien, il va avoir beaucoup plus d'influence que s'il n'est que commençant, à moins que dans ses tout débuts, il a vraiment trouvé une idée de génie qui change tout pour tout. Mais disons que l'antériorité historique, habituellement, ça donne du poids.
si sa mécanique qu'il a trouvée, qui a révolutionné, a vraiment été ancienne et qu'elle a été assez forte pour perdurer, c'est très fort aussi. Je ne crois pas qu'on Euh, va retrouver dans la liste beaucoup d'auteurs des trois quatre dernières années, disons. c'est assez effectivement difficile d'en trouver. Le plus jeune qu'on a eu jusqu'à maintenant, en fait, sont pas mal les Go. Moi, je dirais peut-être Rob Davio, probablement le plus jeune, un tout petit peu plus que Volko Ruhnke. Quoique Jean-Louis Roubira aussi est pas mal de la même acabit. Euh, Ensuite, l'impact culturel, c'est le troisième critère qui vient en ordre d'importance. Impact culturel, on entend ici, bien sûr, la résonance qu'un jeu peut avoir, qu'un auteur peut avoir avec ses jeux, au point où ces jeux vont être vus au-delà de notre hobby. On va en parler parfois parce que ça va être à ce point populaire que même les gens qui ne jouent pas souvent à des jeux de société vont les connaître. Euh, la durabilité de l'innovation serait le quatrième. Donc là, on parle en ce moment-là de pérennité mécanique, de réédition de jeux, d'auteurs qui savent comment s'adapter avec les tendances et le marché. Et à quel point ces jeux qu'il a inventés aussi arrivent à garder une fraîcheur malgré les décennies qui avancent. Et finalement, la dernière chose qui sert à évaluer l'auteur, c'est son influence directe. C'est-à-dire, a-t-il eu des élèves, entre guillemets? A-t-il eu des suivants, des autres auteurs qui l'ont tellement admiré qu'ils ont décidé de suivre ses pas dans la façon dont il fait ses jeux? Euh, donc, le prochain auteur a justement un score parfait dans ce dernier critère. Euh, c'est d'ailleurs pour ça qu'il s'est hissé cette place-là. Il a quand même des scores assez respectables dans la transformation structurelle, dans l'antériorité historique, euh, parfois dans la durabilité, mais pas toujours. Impact culturel, un peu, mais c'est vraiment l'influence qui l'a mis dans le palmarès. Parce que c'est un auteur qui, en fait, est souvent associé euh, aux pionniers des auteurs de jeux de notre hobby lorsqu'on parle de la France. Donc, Et c'est on parle en un fait grand fan du jeu MAD, en fait. Oui, absolument. Je pense qu'Antoine a eu l'occasion de le croiser à Cannes En fait, c'est dernièrement. Simon qui a fait un bout d'entrevue avec lui. Et en fait, ce qui est le plus drôle, c'est que MAD, le jeu de Thomas, en fait, Thomas s'est inspiré des jeux de cet auteur-là pour créer MAD. Donc, je vais te laisser le nommer. Donc, le cercle est quand même assez parfait. Et quand je vous dis que cet auteur-là a de l'influence, on parle ici de Bruno Feduti. Donc, Bruno Feduti, c'est un nom qui aujourd'hui n'a pas une résonance aussi forte que lorsqu'on en parlait il y a 25 ans. À vrai dire, les personnes qui pratiquaient notre hobby il y a 25 ans, lorsque ils parlaient de jeux venant de France, Bruno Feduti était le premier nom, habituellement, qui surgissait dans leur esprit. Parce que c'était littéralement, il y a 25 ans, l'auteur de jeux qui faisait le plus parler de lui. C'était celui qui faisait les plus grandes avancées pour faire progresser le marché du jeu de société en France. Mais c'est pas il y a 25 ans qu'il a commencé à faire des jeux, c'est même avant. Il fait partie vraiment des pionniers. Quand on parle des pionniers, on parle même d'auteurs de jeux de société de France dans les années 80. Parce que c'est dans ces années 80 que Feduti a fait éditer son premier jeu. Il l'a fait éditer sous le titre de Baston. Et c'est un jeu qui était édité. Maintenant, je vous dirais qu'il est plutôt disparu. On parle ici, en fait, de l'éditeur Jeu Actuel. Euh, donc, un Et éditeur finalement qui faisait aussi des jeux de société, des jeux de rôle, mais qui était actif seulement pendant 3 ans de temps. en fait, si on regarde aussi, ce n'est pas un jeu seulement de Bruno Feduti. Non, C'est un jeu effectivement, aussi de Monsieur Pierre Cléquin.
Pierre Cléquin, qui était un ami de Bruno Faidutti, malheureusement décédé aujourd'hui, décédé d'une crise cardiaque en 2012, euh, n'a pas eu autant de succès que M. Faidutti, même s'il a aidé Faidutti à lancer sa carrière d'auteur de jeux de société. M. Cléquin a collaboré avec Faidutti ensuite avec d'autres jeux, comme Tempête sur l'échiquier, par exemple, qui n'est pas vraiment un jeu, je vous dirais, mais qui est une variante de jeu. C'est littéralement des cartes qui font des effets spéciaux, des pouvoirs spéciaux C'est une dans un jeu variante d'échecs. des échecs, en fait. Et c'est très C'est ça. drôle parce que, bon, moi, dans mon jeune temps, lorsque j'étais au collège, on avait justement plusieurs jeux de société, on avait des jeux de rôle, on avait plein de trucs dans le club de jeux de rôle, en fait, au Cégep Édouard-Montpetit. Et on avait une copie de Tempête sur l'échiquier. Et c'est le jeu le plus chaotique et le plus, en fait, le plus basé sur la chance à peu près que j'ai jamais vu parce que les cartes sont toutes tellement brisées de ce jeu-là, mais ce qui rend le jeu d'échecs en fait frustrant pour les vrais joueurs d'échecs. Donc c'est vraiment fait pour les joueurs qui n'aiment pas les échecs, j'ai l'impression. Ben, comme Bruno Faidutti en est un d'ailleurs, parce que Bruno Faidutti s'en est jamais caché. Il a toujours trouvé que les échecs étaient beaucoup plus une espèce de combat de coq qu'un jeu. Euh, Là où celui qui avait le cerveau le plus efficace pour prévoir les coups gagnants le plus vite possible était pour gagner finalement. Lorsqu'il y a trop de réflexion dans un jeu, au point où les échecs peuvent en amener, Bruno Pedrotti va généralement décrocher. Pour lui, un jeu, ce n'est pas de cet acabit que ça doit être. C'est un jeu, c'est une partie de plaisir, prétexte à des moments fun autour de la table. Euh, C'est vrai que et les c'est pour ça échecs, que, en fait, c'est plus proche d'un puzzle que d'un jeu de société. Parce que c'est oui, vraiment essayer en fait, de défaire ce que l'autre joueur va penser, ce qu'il va, en fait, en tout cas, moi, je ne suis pas un joueur d'échecs, je l'ai été quand j'étais jeune, mais c'est tellement une vocation et de jouer aux parce que échecs, quand tu joues à ça, souvent, tu joues pas à grand-chose d'autre. non, effectivement, c'est littéralement comme, Comme Magic the je dirais, Gathering. oui, ou n'importe quel, je dirais, sport professionnel, parce que les échecs peuvent être pratiquement considérés comme tels avec les champions d'échecs qu'on a. Euh, bah, bref, si on revient à Fedouti, Fedouti s'est affiché assez tôt comme quelqu'un qui aimait l'imprévisible. D'ailleurs, ce qui l'a conduit à créer Baston. Baston, c'est son premier jeu qui finalement illustre, comme le titre l'indique, une grande bataille royale dans un lieu quelconque. Je pense que c'est un bar dans le jeu. Avec des règles très dignes de l'époque des années 80, parce que dans les années 80, les auteurs et éditeurs de jeux ne se gênaient absolument pas pour faire des règles compliquées, longues et difficiles d'assimilation avec un matériel assez dépouillé. Mais bref, l'important, c'était qu'on finisse par comprendre le jeu pour s'immerger dans le jeu parce que Baston est un jeu immersif. Part et de sable aussi. Fedouti devait probablement connaître Emblem à l'époque où il a fait Baston. Sinon, il a sûrement joué à des jeux de Emblem. C'est-à-dire qu'il a peut-être joué à Magic Realm, parce que Magic Realm est sorti avant Baston. Mais il reste que ce n'est pas un jeu de Richard Emblem que Fedouti a vénéré et en fait qu'il a considéré comme son meilleur jeu de tous les temps. Lorsque l'on demande à Fedouti quel est son jeu préféré de tous les temps, c'est un jeu qui s'appelle Cosmic Encounter. Oh, Euh, qui a été créé en 77, en fait édité en 77, mais créé avant. avec Et 5 ou 6 auteurs. avec essentiellement 4 auteurs. 4. Mais l'idée, c'est que Fedouti a adoré ce jeu-là au point où il a commencé à créer des suppléments pour le jeu. Parce que c'est un jeu qui se prête merveilleusement bien à ça, Cosmic Encounter.
étant donné sa nature de pouvoir extraterrestres qui sont attribués à chacun des joueurs et qui peuvent littéralement faire ce que vous imaginez pour briser les règles du jeu. C'est Effectivement, essentiellement ça. c'est ça qui est intéressant en fait dans Cosmic Encounter parce que ceux qui connaissent pas, en fait, c'est un jeu contrôle de territoire à la base, mais surtout négociation, alliance, avec des pouvoirs complètement brisés. Donc chaque joueur a un pouvoir spécial qui vient complètement défaire les règles de base du jeu. Mais c'est justement aux joueurs d'équilibrer un peu ces pouvoirs-là. Euh, Exact. Ça, c'est le gros avantage en fait des jeux de négociation, c'est que souvent le jeu va s'équilibrer de lui-même. S'il y a un joueur qui est trop fort ou s'il y a un pouvoir qui est un peu brisé, ben, les joueurs vont s'allier contre cette autre personne-là pour essayer de rééquilibrer le jeu. Ce qu'on a peut-être un peu moins maintenant dans les jeux, étant donné qu'on n'a plus tant d'interaction directe entre les joueurs, ce qui est un peu une tristesse, là. Euh, mais ça, c'est la beauté de ce jeu-là. Je vais te laisser continuer. C'est effectivement la beauté de ces jeux-là, et c'est d'ailleurs Cosmic Encounter, pour ceux qui ont suivi la saison 10, un jeu qui figure dans les 50 jeux les plus influents, les 50 dernières années. En fait, c'est le jeu fétiche de Tom Vassell aussi, de Star Wars. C'est effectivement un jeu fétiche de Tom Vassell. Tom Vassell l'a déjà mis en première position de son palmarès de tous les temps. Parce que c'est un jeu vraiment qui a changé la donne. C'est un apport majeur dans l'histoire des jeux de société. Et Fedouti a vraiment été absolument hypnotisé par ce jeu-là. C'est vraiment ça qui lui a donné la piqûre de créer des jeux de société parce que, à force de créer des nouveaux pouvoirs pour ce jeu-là, il s'est dit, bah, je pense que je suis assez mûr pour créer des jeux complets. Donc, Baston a été son jeu qui a été fait en premier. Et ensuite, La Vallée des Mammouths. La Vallée des Mammouths, créé seul cette fois, édité chez Ludo Délire, autre maison d'édition défunte en France, mais ô combien mythique, parce que c'est une maison d'édition qui a créé des jeux absolument mémorables, qui ont frôlé, en fait, qui ont atteint des prix dérisoires sur le marché d'occasion à cause qui sont très recherchés. On parle entre autres de Super Gang et de Full Metal Planet. Fedouti a eu la chance d'être publié dans cette maison d'édition-là avec La Vallée des Mammouths en 90 et ça a été réédité ensuite chez Descartes au début des années 2000. La belle boîte que Et je vous c'est montre en ce moment, là, c'est celle-là, de Descartes. oui, je pense qu'on la voit dans En tes fait, étagères. je ne suis pas certain. Non, ça, c'est en fait, c'est la version originale de Ludo Délire. Au contraire, c'est pas celle de Descartes. Je suis pas Ah mon Dieu. certain de savoir c'est laquelle que je préfère. Est-ce que c'est la version vraiment cartoon? Donc, Ou la version plus sérieuse, ouais. la version l'autre qui a l'air beaucoup trop sérieuse, en fait, pour le genre de jeu que c'est. On voit vraiment un genre de tigre à dents de sable qui est en train d'attaquer une pauvre femme préhistorique avec un gars qui a l'air de crier en avant, puis le volcan qui explose en arrière qui ne représente absolument rien du jeu. Oui, c'est très dramatique comme couvert de boîte pour le Dodélé, mais lorsqu'on a refait ça chez Descartes, on a vraiment voulu donner le ton au jeu en faisant des graphismes beaucoup plus bande dessinée, loufoque même. Et c'est d'ailleurs la Vallée des Mammouths, lorsque ça a été refaite par Descartes, l'illustrateur qu'on avait engagé est le même qui avait illustré, Baston. pas illustré, non, pas Baston, mais il a illustré par contre euh, Cash and Guns, entre autres. Euh, En fait, il a même participé à la création de Super Gang dans Ludo de Délire. Donc, c'était non seulement un artiste, mais un créateur de jeux, Gérard Mathieu. Et puis, lorsque Fedouti a réédité sa Vallée des Mammouths, il a fait appel à lui parce que, bon, il le connaissait de longue date. Et il trouvait que ses talents d'artiste étaient parfaits pour refaire la boîte de Vallée des Mammouths. Vallée des Mammouths, en fait, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est absolument déjanté comme jeu. C'est un autre jeu un peu carré de sable, je vous dirais. Mais pas tant.
Mais il reste quand même qu'il y a tellement de choses qui peuvent arriver dans ce jeu-là d'imprévisibles qu'on a pratiquement l'impression qu'on est dans un carré de sable parce qu'on est des hommes des cavernes dont le simple but est d'être les premiers à faire la trouvaille du feu. Et c'est très, très difficile parce qu'il y a tellement d'événements qui peuvent survenir pour nous empêcher de le faire et tellement de chaos que ça en devient risible. C'est d'ailleurs un des jeux que j'ai joué dans ma vie où j'ai le plus ri autour d'une table. Tellement que ça devient dérisoire, le chaos qui peut arriver dans ce jeu-là. Et ce jeu-là, bien sûr, a imprégné la griffe de Feduti. C'est avec ce jeu-là, en fait, qu'il a vraiment acquis la réputation d'un auteur de jeu qui adore l'imprévisible dans ses jeux. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il ne fait que ça, même qu'il a fait des jeux très abstraits, entièrement stratégiques. Parce que Feduti, même s'il n'aime pas les échecs, il aime quand même les jeux cérébraux. Mais il ne veut pas que ça devienne une compétition de combat de coq comme les jeux d'échecs. Euh, mais quand même, la vallée des mammouths, c'est très loin de ça. Mais ceux qui connaissent Feduti, bien sûr, vont probablement le connaître à cause du jeu qui l'a rendu vraiment célèbre à travers le monde. Euh, le jeu, d'ailleurs, il l'a amené même jusqu'au fil de Sierras. Sans l'avoir gagné, il a été nominé pour ce prix-là lorsque ce jeu-là est sorti. Et je parle de Citadel. Euh, Surprise! Je m'en attendais pas. N'est-ce pas? Et avec ça, non Et, seulement... fait cocasse, j'ai joué pour la oui. première fois à Citadel il y a à peine 3 mois. Je, Oh, je quand n'avais même. jamais joué à Citadel de ma vie et je me suis dit, il faudrait bien que j'y joue au moins une fois dans ma vie. Euh, j'ai trouvé quand même, je vais vous dire ça, opinion de 2025. C'était en 2025 que je l'ai testé. J'ai trouvé quand même que les mécaniques avaient bien vieilli, mais que le jeu était un peu long pour ce que c'était, honnêtement. Mais on avait joué à 6, je pense. C'est généralement le nombre de joueurs idéal pour y jouer. Et effectivement, tu n'es pas le premier à reprocher la longueur des parties de Citadel. Parce que, bon, pour ceux et celles qui, comme Antoine, il y a plus de 3 mois, n'ont pas joué à Citadel, c'est un jeu, Citadel, où vous devez construire une ville à l'aide de cartes de bâtiment. Et si vous avez construit votre 8e bâtiment, vous mettez fin à la partie, sans pour autant gagner. Mais le sel du jeu vient d'un repêchage de personnages spéciaux qui se fait avec chaque manche qui commence. Et là, on ne parle pas de repêchage comme Seven Wonders où vous avez une main de carte et vous en prenez une, vous passez vers la gauche et vous en recevez une de la droite. C'est plutôt une main commune. C'est-à-dire que c'est des cartes personnages qui sont dans les mains d'un seul joueur. Ce joueur-là en choisit un, passe les autres à son voisin de gauche. Le voisin de gauche en choisit un, passe le reste à son voisin de gauche, et jusqu'à temps que chaque joueur ait choisi un personnage. En fait, on est plus près de la mécanique de sélection d'action que de draft en tant que tel. Exact. Mais cette mécanique-là n'était pas nouvelle. Feduti l'avait emprunté d'un jeu de Marcel-André Casasola-Marclay qui avait fait un jeu qui s'appelait Verrater il y a 3 ans avant que son Citadel sorte en 2000. Mais c'est vraiment Citadel qui a popularisé la sélection d'actions sous forme de personnages. Citadel, à vrai dire, pourquoi il a été si important dans les jeux de société, pourquoi Feduti est devenu associé à ça, c'est qu'il a ouvert la voie aux personnages. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est devenu très, très commun. Quand vous allez jouer à un jeu de société, de choisir une action et que cette action-là va vous être livrée à cause d'un personnage qui est associé à cette action-là. Avant que Citadel arrive sur le marché, il y avait Verrater qui le faisait. Il n'y avait pas grand-chose d'autre. Donc, Citadel a ouvert vraiment une mode. Et la mode perdure toujours. Je vais vous dire donc que la durabilité, l'innovation dans les 5 critères, c'est là que Feduti va la chercher.
Et puis, ben, Antoine mentionne que ça le vieillit un peu aujourd'hui. Il est peut-être pas faux, mais évidemment, il y a 25 ans, c'était d'un rafraîchissement absolu. Il n'y avait pas grand-chose qui ressemblait à ça sur le marché. Et c'était vraiment très, très social, très interactif comme jeu, parce que vous devinez bien sûr que les personnages qu'on choisit ne servent pas seulement à gagner plus de ressources ou à faire une action supplémentaire. C'est vraiment des personnages qui vont ajouter du piment dans le jeu, créer de C'est l'interaction, quitte rempli de même. coups fourrés et de coups bas et de... On peut Oui, on peut se faire chier. absolument. C'est pratiquement un jeu d'enfoiré et c'est typiquement français à cause de ça. Et le Fedouti, bien sûr, a pratiquement affiché la culture du jeu français avec ça. Euh, et puis, ben, on connaît le reste. Ensuite, après Citadel, Fedouti a fait d'autres jeux, mais bon, il y a eu certains autres succès, mais il n'y a pas eu des succès aussi forts que Citadel. Je dirais que l'autre succès qu'il y a eu ensuite, qui est presque aussi fort que Citadel, s'appelle Diamant. Un jeu de gestion de risque Diamant, qui, Ink and Gold, ça dépend de la ou version. Ink and Go, effectivement, qui a été réédité et réédité, comme Citadel, mais pas autant de fois que Citadel. Citadel, vraiment, on parle de 60 éditions et plus de Citadel, traduits en perse, en grec, en russe, en japonais, en chinois. C'est vraiment mondial. Diamant Ink and Gold, un peu moins, mais beaucoup. Mais ce qu'il faut noter aussi de Diamant, c'est que c'est un jeu que Feduti n'a pas fait seul. Et là, c'est avec ça que j'arrive, avec le score parfait que Feduti a fait avec le critère de l'influence directe. Feduti, à vrai dire, ce n'est pas seulement un auteur, c'est un fédérateur. C'est quelqu'un qui, dans tous les auteurs français, je vous dirais, a probablement été celui qui a tissé le plus grand nombre de liens avec les auteurs de jeux du monde entier. Euh, à ce point que dans sa ludographie, qui est quand même assez grosse, parce que le bonhomme fait quand même des jeux depuis 1984 avec Baston, il a quand même une bonne partie de sa ludographie, je dirais au moins le tiers, où ce n'est pas seulement lui qui est sur la boîte. Et quand c'est pas seulement lui qui est sur la boîte, c'est pas seulement nécessairement un autre auteur français. Ça peut être un auteur américain, comme c'est le cas avec Diamant, où c'était Monsieur Aventurier du Rail Alan Moon qui était là. Ça peut être un Italien comme Leo Colovini. Ça peut être un Allemand comme Michael Schacht. Ça peut même être des Japonais comme Yun Sasaki, qui est le président de l'édition de la maison d'édition Oink Games. Donc, ça ratisse loin le réseautage de Bruno Feduti, et c'est parce que c'est un monsieur qui n'a absolument pas peur de s'adresser à ses collègues, ses pairs. Il savait en Il fait cherche. s'associer avec des excellents auteurs aussi. Absolument. On se le cachera pas que c'est Alan Moon, Bruno Catala, Serge Laget, Michael Schacht. C'est pas des deux de pique, là. Ben oui, absolument. On mentionne Serge Laget, Bruno Catala qui sont français, mais c'est aussi des gros noms. Aujourd'hui, lorsque vous parlez des auteurs en France, ben, vous pensez plutôt à Bruno Catala. Mais Bruno Catala, il fut un temps où personne ne le connaissait. Et c'est à cause de Bruno Feduti qu'il s'est fait connaître. C'est parce que Bruno Catala a envoyé son premier proto de jeu, qui était Sans foi ni loi. Il l'a envoyé à Bruno Feduti, espérant qu'une personne comme lui, qui était à l'époque la figure de proue des auteurs de jeux de société français, pourrait s'intéresser à son jeu et peut-être lui donner des conseils. Ben, Feduti l'aurait tellement aimé que il a littéralement servi de contact pour Bruno Catala pour s'introduire dans l'industrie. Il a présenté Bruno Catala à Descartes et c'est chez Descartes, sous la collection Blue Games, que Bruno Catala a signé son premier jeu. Et du même fait, il en a signé trois autres, qui étaient une gamme de jeux pour deux. Donc, Bruno Feduti a littéralement lancé la carrière de Bruno Catala. Et c'est pas pour rien d'ailleurs que les jeux pour deux, en fait, pas les jeux pour deux, mais les jeux que Bruno Catala, les premiers jeux que Bruno Catala a faits en collaboration avec un autre auteur, c'est avec Bruno Feduti. Il n'a pas tardé à Feduti, non seulement
il a aimé le jeu de Bruno Catala quand il lui a présenté, mais Feducci a même aimé Bruno Catala. Oui. Alors, il l'a invité à faire des jeux avec lui. Et c'est pour ça que vous avez plusieurs noms de jeux comme Mission Planète Mars ou Le Collier de la Reine ou Raptor. Euh, Ce sont des jeux, ça, qui sont tous signés par Feducci Catala. Et puis, ben, en plus de Catala, Feducci aussi a donné des coups de main à d'autres auteurs de jeux. Il a donné des coups de main à Antoine Boza, par exemple, auteur de Seven Wonders, parce qu'on peut voir dans les tout premiers jeux que Boza a co-signé, on a un jeu, entre autres, qu'on peut voir qui a été signé par euh, pas Catala, Boza et Feducci. Édité chez la défunte édition maintenant de Fun Forge, qui est un jeu sur le Far West. Et qui, je crois, le titre m'échappe, mais c'était un jeu où on allait brasser des dés dans une tasse cachée et il fallait avoir une espèce de combinaison de poker pour faire ça. Tu Et parles-tu s'il y de en a qui Dice sont... Bon, Town? et voilà, je savais que le nom sortirait, mais ce n'est pas ça. Parce que, Ça ressemble euh, étrangement à Dice Town, comme c'est oui, ben, à vrai dire, le jeu à l'époque était sorti en même temps que Dice Town. Et Feducci Pony n'était pas avec Catala. Express. Pony Express, exactement. Pony Express qui est illustré par un Québécois. Euh, Feducci avait été, quand il a vu Dice Town sortir, a été obligé d'avouer que Dice Town était supérieur à son Pony Express. Mais n'en demeure pas moins que c'est avec Boza que Pony Express a été signé. Et ça lui a donné aussi un coup de main à Boza pour aller plus loin dans sa carrière d'auteur de jeux de société. Et c'est la même chose aussi avec Serge Laget. Mais Serge Laget, par contre, qui est fin aujourd'hui aussi, a eu quand même a fait ses premières armes aussi en même temps que Feducci des années 80. Donc, il a un peu, je dirais, progressé de façon indépendante en même temps que Feducci. Mais comme il le connaissait bien, ils n'ont pas hésité à faire des jeux ensemble, notamment Mystère et à l'abbaye. Et aussi Castel, qui est en fait le petit frère de Citadel, puisque l'histoire raconte que Citadel et Castel se sont faits en même temps. Histoire assez cocasse, puisque lorsque Citadel et Castel se sont faites en même temps, c'est parce que Laget et Feducci échangeaient par téléphone et par courrier papier, et non pas courriel, parce que ça n'existait pas à l'époque. Ils s'échangeaient des idées de jeux pour faire des bâtiments et des personnages aux pouvoirs spéciaux. Et ce qui est arrivé, comme ils n'étaient pas en contact direct, parce qu'ils étaient quand même pas dans la même ville, ben, chacun a travaillé de leur côté. Feducci a fait un jeu avec une soixantaine de bâtiments et quelques personnages. Et Laget a fait un jeu avec une soixantaine de personnages et quelques bâtiments. Et c'est littéralement ça que ça donne comme résultat lorsque vous jouez à Castel, qui a énormément de personnages, mais un seul bâtiment. Et Citadel, ben, un peu plus de personnages, mais beaucoup de bâtiments. Hey, en passant, il y a un jeu de Feducci que t'as pas mentionné, mais moi j'ai joué une seule partie de ce jeu-là, mais ça a été une expérience mémorable. Et je veux parler de l'Or des Dragons. Dragon's Oui, Gold, pour moi, écoute, c'est un jeu de 2001. C'est un jeu avec des mécaniques tellement étranges, en fait, quand tu regardes ça. Pour ceux qui ne connaissent pas l'Ordre des Dragons, en fait, c'est que en fait, tu vas piocher, si je me souviens bien, des rondelles dans un sac de différentes couleurs qui vont, en fait, c'est un genre de set collection. Donc, ça va représenter le trésor d'un dragon. Et là, il va falloir que les joueurs, en fait, négocient entre eux comment ils veulent séparer le trésor. Ils ont 1 minute top chrono pour s'entendre sur comment ils vont répartir le trésor. Et s'ils ne s'entendent pas, il n'y a personne qui reçoit quoi que ce soit. Donc, c'est un jeu de négociation, temps réel, genre de I split you choose, on pourrait dire même, mais avec une espèce de sentiment que tu as toujours l'impression que tu es en train de te faire avoir.
même si tu es en train d'essayer d'avoir les autres. C'est tellement drôle de voir la réaction des joueurs autour de la table, puis le chaos et le bordel total entre les joueurs qui essaient de se répartir le trésor, puis Écoute, pour moi, ça a été vraiment... C'est pas le meilleur jeu, et loin de là, mais j'ai trouvé que l'expérience sociale entre les joueurs était assez unique dans ce que j'ai joué jusqu'à aujourd'hui, là. L'Art des Dragons fait souvent partie des jeux que les gens vont mentionner lorsqu'on leur demande c'est quoi leur jeu préféré de Fedouti. Parce qu'effectivement, c'est un jeu très efficace dans son approche pour les jeux de négociation et c'est même assez différent. Euh, et il y a des cartes vraiment là-dedans qui sont vraiment intéressantes, avec des effets spéciaux qui permettent de jouer à la façon d'aller chercher les trésors. Ça a été réédité aussi plusieurs fois, ce jeu-là. Donc, c'est une autre preuve de pérennité que Fidelity a su laisser dans ses jeux. C'est un jeu de Euh, 2001 quand même, mais effectivement, il a été réédité jusqu'à tout récemment, il me semble. oui, oui. Et puis, ben oui, c'était dans les heures de gloire de Fidelity, je vous dirais, quand il a pondu ça. 2024, la dernière édition, chez Voilà. Samaruk Games. Voilà. Donc, c'est vous dire finalement à quel point Fidelity, encore une fois, a laissé sa trace. Mais encore, parce que je vous ai même pas parlé de son influence, pas au niveau direct, mais au niveau culturel. Euh, bon, là, je vous entends dire que vous avez jamais vu de émissions de télé ou de films qui mentionnent des jeux de Benoît Fidelity, et vous avez raison. Par contre, ce qu'il faut comprendre par culturel, c'est plutôt dans l'interne, dans je dirais la zone interne de l'industrie. Mais on peut peut-être extensionner l'influence directe avec ça. Il faut comprendre que Fedouti, non seulement était quelqu'un qui était très porté à aller connaître les auteurs de jeux de société internationaux, mais il était, comme j'ai dit tout à l'heure, un fédérateur. Donc, il a, à l'image de M. Alan Moon, comme Alan Moon le fait toujours d'ailleurs aujourd'hui, il a décidé de créer un rassemblement privé. Il a intitulé les rencontres ludopathiques. Il a commencé ça en 95. Et ça n'a jamais cessé depuis. C'est-à-dire que ça fait quand même maintenant plus de 30 ans que ça dure. Et une fois par année, Bruno Fedouti, au printemps, réunit sa bande dans un petit village d'Étourvie en France. Et ils vont aller passer maintenant une semaine. Au début, c'était un week-end. Maintenant, c'est une semaine à jouer à des jeux. Mais comme les rencontres ludopathiques de Fedouti ont évolué avec le temps, ça a fait exactement le même phénomène que ce que Alan Moon a fait avec ce qu'il a fait lui-même aux États-Unis, le Gathering of Friends. C'est-à-dire qu'au fil du temps, on est passé d'une réunion de potes à Fedouti à une réunion des acteurs de l'industrie du jeu de société. Parce que c'était sur invitation seulement qu'on était invité, c'est toujours sur invitation seulement. Mais lorsqu'on était invité par Fedouti aux rencontres ludopathiques, c'est parce que, bien sûr, il nous connaît et aussi parce qu'on peut être dans l'industrie du jeu. Soit parce qu'on est éditeur, soit parce qu'on est auteur, soit parce qu'on est développeur de jeux, soit parce qu'on est artiste de jeux, mais on a un lien avec l'industrie ou on a un lien personnel avec Bruno Fedouti. Et Et comme là, c'est ma devenu comme ça, question, Pierre. Comment ça se fait qu'on n'est pas invité? oui, ben ça va peut-être venir un jour, mais on n'est pas encore rendu à ce point-là. Par contre, je pense que des auditeurs qui nous écoutent l'ont déjà été. Je pense que Paul Gara a déjà été aux rencontres de Batik. Euh, et, et de ce fait, bien sûr, elle connaît Bruno Fedouti. Et puis, ben, euh, ces rencontres-là, on le devine à cause des gens de l'industrie qui sont là, c'est devenu aussi prétexte à
présenter des protos et à les faire signer par des représentants d'éditeurs qui sont là. En fait, Fedouti fait toujours un rapport de ses rencontres ludopathiques sur son site web. Et il arrive maintenant que la moitié des tables peuvent avoir des jeux qui sont des prototypes qu'on va jouer. Donc, c'est à ce point que le rendez-vous est caractérisé par ça. Sinon, ça va être aussi un rendez-vous qui va permettre de faire vraiment des séances mémorables de jeux loufoques. Le fameux Looping Louis, un jeu complètement idiot pour enfants, édité en 92, avec un avion qui tourne autour, avec un mécanisme motorisé qui font tomber des poules. Il ne faut pas que nos poules tombent avant tous les autres joueurs. Ou la Ce version fameux Star jeu-là Wars qui s'appelle Loopin' Chewie avec Chewbacca. aussi. Ce jeu-là a été un succès absolument instantané lorsque Fedouti a décidé de le mettre en vedette et en faire un tournoi à ses rencontres ludopathiques au début des années 2000. Et je pense qu'il avait calqué, encore une fois, Alan Moon, qui l'avait fait dans son rassemblement aussi. Et de ce fait, Fedouti a lancé une mode. Parce que, il faut savoir, Fedouti était très suivi. Et ça, c'est le deuxième point que j'amène. Ces rencontres ludopathiques ont permis de développer le microcosme des auteurs et de l'industrie du jeu en France, mais son site web était très suivi également, parce il était rédigé en anglais et en français. Il y est toujours d'ailleurs actif. Mais son site web, il y a 25 ans, ce n'était pas seulement un site qui faisait part de ses critiques sur le jeu de société ou de ses annonces de ses nouvelles parutions. C'était également un rendez-vous pour tout jeu, tout joueur passionné qui cherchait à se faire une collection. Parce qu'il avait, anciennement, il a arrêté ça en 2012, mais de 2000 à 2012, je vous dirais, son site abritait une section qui s'appelait la ludothèque idéale. Et la ludothèque idéale, c'était, selon Fedouti, tout jeu de société que tout ludophile ou passionné de jeux de société devait avoir dans sa collection pour être respectable. Et bien sûr, ben, c'était teinté des goûts de Bruno Fedouti. Alors, ça se pouvait des fois que des jeux que tout le monde avait sur les lèvres, mais que Bruno Fedouti n'aime pas, ben, ces jeux-là n'étaient pas dans la ludothèque idéale. Mais il reste quand même que, à chaque fois qu'un nouveau jeu apparaissait, des milliers de passionnés de jeux de société allaient voir ce que c'était, lisaient ce que Bruno Fedouti avait à dire de ce jeu, et très souvent, on voyait ce jeu-là ensuite apparaître chez ces joueurs-là dans leur collection. Et je ne m'en cache pas, j'ai été de ces joueurs-là. Une bonne partie de ma collection au début s'est constituée à cause de la ludothèque idéale de Bruno Fedouti. Alors, Bruno Euh, Fedouti est un des premiers influenceurs. Absolument. Et il était influenceur avant l'heure, avant Tom Vassell même. Il n'avait pas besoin de faire des vidéos, il avait simplement besoin de faire un blog et de parler de jeux de société, et ça suffisait. Parce qu'il avait quand même, on pense qu'il aurait pu mettre seulement des jeux comme lui les faisait dans cette ludothèque-là, comme des jeux chaotiques essentiellement, mais pas du tout. Il avait vraiment un éclectisme assez développé dans sa ludothèque idéale, qui en 2012 était rendu à faire au moins 300 titres probablement. Mais c'était vraiment une variété extrême. Il y avait vraiment des jeux pour tous les goûts dans cette ludothèque-là. Autant des jeux pour enfants que des jeux de stratégie abstrait, que des gros jeux qui pouvaient durer 6 heures, que des jeux qui pouvaient durer 5 minutes. C'était vraiment intéressant. Et puis ben, avec ça, bien sûr, Fedouti a laissé sa marque assez une fois de plus pour être consacré comme un guide, une figure de proue, un auteur de jeu important dans l'industrie du jeu de société. Alors ça complète, je vous dirais, ce que j'ai à dire de Bruno Fedouti. Il y en aura encore, bien sûr, mais On pourra en parler longtemps. c'est ça. Donc, ça conclut en fait le numéro 45 de la liste. On a-tu le temps pour un deuxième? C'est sûr qu'on a le temps pour un deuxième. Deuxième va peut-être avoir un peu moins de choses à dire dessus.
Oui, non, peut-être. Pas sûr. On va voir. On va voir. Numéro 44. C'est qui le numéro 44? Le numéro 44 a eu des jeux, justement, qui faisaient partie de la ludothèque idéale de Bruno Fedotти. Parce que lui aussi, à l'image de la ludothèque idéale de Bruno Fedotti, a été un auteur, est toujours un auteur, parce qu'il vit toujours, malgré les vénérables 78 ans en ce mois de mars 2026. Il a été un auteur très éclectique. Parmi les plus éclectiques de toute la liste des auteurs de jeux qui font partie de ce palmarès, d'ailleurs. Cet auteur-là s'appelle Richard Borg. Un Américain, donc. Un grand gaillard qui fait au moins 6 pieds. Donc, pour nos collègues européens, c'est quand même 1,85 m. Et je dirais même un petit peu plus grand que ça. Mais immensément chaleureux. Pour l'avoir rencontré une fois à Gen Con, c'est un type, lorsqu'il vous approche, qui vous donne tout de suite envie de vouloir jouer à des jeux avec lui. Parce qu'il a cette façon très joviale, très euh, décontractée de vous approcher, comme si vous avez déjà connu toute sa vie. Aucune gêne. Et ça se sent dans la façon qu'il fait ses jeux. C'est un bonhomme qui, à l'image de ses autres collègues américains qu'on a mentionnés dans le palmarès jusqu'à maintenant, donc Lonius, Davio, Emblem, je dirais surtout Lonius et Davio. C'est quelqu'un pour qui un jeu de société, c'est une expérience de plaisir avant tout. Mais comparativement à Lonius qui favorise beaucoup la narrative pour l'expérience du plaisir, ou à Davio qui vraiment met les points précis sur des émotions absolument uniques qu'on va vivre. Ce que Richard Borg va viser, lui, c'est plutôt une sensation générale de plaisir. Un moment d'oubli. Pas nécessairement parce qu'on vit des émotions précises, pas nécessairement parce qu'on vit une narrative, mais simplement parce qu'on est dans un jeu et on profite du fait que c'est un jeu. On voit pas le temps passer. Exact. Et c'est pour ça, et bien sûr, que quand Richard Borg va faire un jeu, si ça s'y prête, il va quand même s'arranger pour que le thème soit bien reflété. Si ça s'y prête, parce qu'il a quand même conçu des jeux où le thème n'a pas beaucoup de place. Et euh, je dirais que l'un de ses tout premiers jeux, ce n'est pas son premier, on va en parler de son premier tout à l'heure, mais l'un de ses tout premiers jeux, M. Borg le fait, et assez miraculeusement, il a gagné le Spiel des Jahres avec ça. Et le jeu dont on parle ici, c'est Liar's Dice. Là, maintenant, il faut savoir que Attends. voilà, j'attendais ça. Attends. Liar's Dice, c'est un jeu qui appartient probablement à... En fait, ça fait partie du domaine public, Liar's Dice. Oui, absolument, Antoine. C'est pour ça, en fait, que le bémol allait se mettre ici, parce que, bon, T'as ce que pas grand Richard Borg mérite, a fait, là. Richard Borg, ce qu'il a fait, c'est que, bon, au dire de ce qu'il raconte, lorsqu'il raconte l'origine de Liar's Dice, si on est de bonne foi, semble-t-il qu'il n'avait jamais joué avant aux jeux de domaine public. Euh, il faut savoir aussi que le jeu du domaine public qu'on connaît n'est pas intégralement identique à Liar's Dice. Liar's Dice a quand même des petites différences avec ce qu'on connaît du jeu du domaine public. Ouais, c'est un peu comme Et les différences entre le Yadi, le Yum et toutes les autres variantes de ce style de jeu-là, qui faisaient aussi partie du domaine public. Le Yacht, en fait, aussi, là, qui est... Fait que j'imagine que oui, c'est un peu dans le même style, là, qu'il y a une petite variante, des fois, En fait, ça peut être... au Québec, en fait, on jouait au Yum et non pas au Yadi, là, mais en dehors du Québec, le Yum n'est absolument pas connu. Là, c'est le Yadi qui est pas mal plus connu à l'extérieur, là.
Oui, ben c'est ça. Ça devient un peu, je dirais, une variante, sans pour autant que Borg se soit dit, ah tiens, le jeu existe déjà, mais je vais mettre ça pour faire une différence, puis comme ça va donner un jeu que j'ai inventé. C'est pas du tout comme ça qu'il a pensé ça. À vrai dire, il raconte que il a inventé son jeu après avoir observé des amis avec qui il jouait régulièrement au baseball et qui se réunissait avec eux dans un bar ensuite. Et ces amis-là avaient l'habitude de jouer avec lui à ce qu'on appelle le Liar's Poker, donc le poker menteur, qui ne se joue pas avec des cartes, mais avec des billets de banque, des billets de 1 dollar ou 5 dollars américains, et avec des numéros de série de ces billets. Et il s'agit de savoir finalement, dans ce numéro-là de série, combien de fois le chiffre 1, par exemple, apparaît sur tous les billets de tous les joueurs qui sont dans le jeu, au total. Un jeu qui Et ne dans jouerait le... plus aujourd'hui parce que personne traîne de monnaie maintenant. et c'est ça. Mais dans les années 80, par contre, à l'époque où Borg faisait ça, ça se faisait amplement. Et Borg, finalement, a récupéré cette mécanique-là de miser pour savoir combien de fois on pense qu'un tel chiffre se retrouve dans le numéro de série des billets. Et bien sûr, il y a une enchère qui va se faire ensuite jusqu'à temps que quelqu'un dise à un autre qui vient d'enchérir, menteur, c'est pas vrai, il n'y a pas autant de fois ce chiffre-là. Et l'on vérifie qui a raison et c'est la personne qui a raison qui remporte l'argent. Euh, Borg a transformé ça en jeu de dés, comme Liar's Dice, comme le jeu d'intérêt public. Qui, soi-disant, serait peut-être un jeu qui remonterait euh, à l'époque colombienne des explorateurs espagnols. Semble-t-il que le jeu pourrait provenir du Pérou avec des gobelets et des dés, mais on s'imagine mal un peu si les Péruviens jouaient avec des dés. Euh, mais il reste que il y a des coupes, des gobelets en fait, qui servent à cacher des groupes de dés. Et on brasse les groupes de dés dans ces gobelets-là, on les laisse dissimuler ensuite. Et on fait pareil comme les billets de monnaie. C'est-à-dire qu'on va essayer de, par exemple, un joueur va dire, je crois qu'autour de la table, en dessous de chaque gobelet au total, il doit bien y avoir 8 fois le numéro 5 qui s'affiche. Et là, ben, un autre joueur ensuite va surenchérir pour savoir s'il pense qu'il y en a plus, ou il va traiter de menteur celui qui vient de parler. Et c'est simplement ça. Liar's Dice ajoute, c'est des frimes. Il peut y avoir le numéro 1 qui va être remplacé par un symbole de frime. Et cette frime-là, bien sûr, peut aller épouser n'importe quelle valeur. Donc, si vous avez 3-5 et une frime en dessous de votre gobelet, ben, vous pouvez dire qu'il y a au moins 4-5 dans votre gobelet. Là, ça devient un petit peu plus piquant comme enchère. Euh, Puis en fait, et l'autre, quand tu appelles des quantités de chiffres, c'est à travers tous les gobelets de tout le monde et non pas seulement le tien. exactement, oui. Mais c'est pour ça que je dis qu'il y en a au moins 5 si vous avez une frime avec 4-5, parce que vous pouvez dire qu'il y en a au moins 5, mais vous pouvez dire qu'il y en a plus aussi si vous considérez que les autres pourraient en avoir aussi. Fait qu'il y a un côté push your luck, il y a un côté de bluff là-dedans parce que tu peux surenchérir sur ce que l'autre joueur vient de dire pour dire ah ben moi aussi j'en ai des 5, fait que je vais en mettre un de plus pour dire ben j'en ai plus que tu penses. Puis, donc le côté bluff embarque là-dedans qui est vraiment. C'est un excellent jeu d'ambiance puis d'un jeu de pub. Moi, pour les fois que j'ai joué, parce que ça, en tout cas, tu peux très bien boire en même temps et avoir passé une soirée complète à jouer à ça sans aucun problème. Oui, tout à fait. Et puis, ben, c'est l'autre chose aussi qui a été rajoutée dans l'Ice Dice, c'est que les gens vont perdre des dés. C'est-à-dire que quand on perd une enchère, parce qu'on s'est fait traiter de menteur et finalement c'était vrai qu'on avait menti, ben là, on perd un dé. Mais si l'autre qui nous a accusé de mentir avait pas raison de nous accuser de mentir, ben c'est lui qui va perdre un dé. Et bien sûr, ben, si on n'a plus de dés, on est éliminé de la partie. Et c'est essentiellement ça qui est Liar's Dice. Et c'est ça qui a fait que Richard Borg a vendu son idée assez facilement euh, à Milton Bradley. Parce que Milton Bradley, à vrai dire, ce qui est intéressant, c'est que non seulement le jeu était d'intérêt public, mais il existait avant un produit chez Milton Bradley qui était sorti en
74. Un produit qui s'appelait Liar's Dice and Other Games. Et, et dans ce produit-là, c'était plusieurs jeux de dés qu'on pouvait jouer, dont le Liar's Dice du domaine public. Mais sans les ajouts que je viens de vous préciser que Richard Borg avait fait. Et puis, ben, c'est pour ça, bien sûr, que Milton Bradley l'a récupéré pour le relancer ensuite dans les années 80 pour en faire un succès encore plus fort que ce qui avait été fait dans les années 70. Parce que ce qui avait été fait dans les années 70, malheureusement, n'avait pas eu un succès aussi fort qu'espéré. Et puis, ben, le succès a tellement été au rendez-vous pour Borg avec ce jeu-là que ben, ça s'est rendu chez les Allemands, chez l'éditeur FX Schmidt. C'est là que le jeu a réussi à se hisser au point de gagner le Spiel des Jahres en 93. Oui, parce que ça a quand même pris Euh, 6 ans. Là. La version Milton Bradley est en 1987. Ouais, ça a quand même pris oui, 6 ans avant de se rendre. Là. c'est ça. Mais Borg avait vraiment, franchement, un coup de chance, disons-le, même pour un jeu de dés en plus. Sortir un premier jeu édité et gagner le Spiel des CRS avec, c'est pas arrivé souvent dans le domaine du jeu de société. Et ça confirmait finalement que Borg, qui a été finalement quelqu'un qui avait joué quand même plusieurs fois dans son enfance, qui était quelqu'un qui était très familier avec les jeux, qui avait frères et sœurs qui jouaient avec lui quand il était enfant au Connecticut, là où il a grandi, mais qui a déménagé ensuite en Floride. Euh, Borg a vraiment pris goût aux jeux de société très tôt dans sa vie. Même avant de faire Liar's Dice, il avait inventé un autre jeu qui, lui, par contre, avait moins eu de succès. Il n'a pas été repêché immédiatement. Chez Milton Bradley aussi. En fait, Milton Bradley l'avait repoussé. Ce jeu-là, c'est Battle Cry. Battle Cry, à vrai dire, c'est un jeu que M. Borg avait inventé en 1976, après s'être acheté une série de figurines militaires de la guerre civile américaine. Il faut savoir que Borg, s'il s'est acheté ça, c'est parce que Borg avait un intérêt pour à peu près tout ce qui était jeu de société. Car je vous disais tout à l'heure que c'est un auteur des plus éclectiques. Il faut voir, à vrai dire, sa ludographie pour le constater, parce que non seulement il a créé Liar's Dice, qui est un jeu très, très familial et très relax que vous pouvez jouer dans les bars, mais il a créé aussi des jeux très massifs, qui peuvent durer quand même plusieurs heures, des jeux de guerre. Il a créé des jeux de questions. Euh, il a même créé des jeux de questions sur les jeux de rôle. Il a fait un jeu de trivia sur le monde de Donjons et Dragons. C'est extrêmement niché. C'est extrêmement niché, mais voyez-vous, M. Borg s'intéressait à tous les jeux de société. Il n'était pas prêt à faire des jeux de rôle, mais il frayait suffisamment le monde des jeux de rôle pour avoir créé ce jeu-là. Et attends. Je suis en train de parcourir sa liste, là. Puis moi, je tombe sur Star Wars CCG en 95 de chez Decipher. Absolument. M. Borg n'était pas seul à bord pour faire ce jeu-là, mais il faut quand même le souligner parce que le jeu de cartes à collectionner de Star Wars, qui est apparu dans les années 90, est apparu dans la grande vague de popularité des jeux de cartes à collectionner qui avait commencé avec Magic the Gathering et qui, bien sûr, incitait tous les éditeurs à vouloir faire fortune comme Magic the Gathering avait fait. Et dans toute la panoplie de ces compétiteurs-là qui ont essayé de faire compétition Magic the Gathering sans le moindre succès, il y a eu quand même des jeux qui ont percé. Il y a eu des jeux qui, quand même, réussissaient à survivre et à avoir plusieurs extensions ensuite. Et Star Wars en était un. Star Wars, je vous dirais que c'était peut-être l'un des plus gros vendeurs de jeux de cartes à collectionner après Magic the Gathering. Ouais, il faut Pas dire seulement à qu'en cause du fait, thème. tous les items de Star Wars ont toujours très bien vendu. C'est sûr que la thématique Star Wars, il n'est pas quelque chose. Là. C'est un peu. Oui, Je pourrais comparer un peu à l'Orcana aujourd'hui. Si ben oui, l'Orcana avait pas la thématique Disney, est-ce que ça vendrait autant? Je suis pas certain. Juste pour ces mécaniques en particulier, je ne crois pas. effectivement. Je pense que je suis d'accord avec toi là-dessus, Antoine. Mais Star Wars, par contre, avait des mécaniques assez distinctes. Moi, j'ai joué quand De... même
pas mal à Star Wars. Je ne jouais que dans Dark Side. Euh, Ah, mais moi, ce que je retiens de ce jeu-là, ce que j'ai toujours trouvé très novateur, en fait, comme mécanique, c'est que ton deck, c'était tes points de vie, tout exactement. simplement. En fait, donc, à chaque fois que tu subissais des dommages, tu devais défausser des cartes de ton deck. Fait que là, Ouais. plus ça allait, plus tu avais de chances que tes combos puis que tes bonnes cartes prennent le bord. Donc, c'était vraiment, tout était dangereux. Même une attaque de 1 ou 2 points de dégâts pouvait être dangereuse parce que tu pouvais perdre des bonnes cartes de cette Voilà. façon-là. Vraiment, c'était une mécanique vraiment intéressante. Là. Ton deck, il se promenait entre ta défausse, pas ta défausse, mais en fait ton deck, ton espèce de mana, en fait, qui était, je ne sais plus comment que ça s'appelait, mais tu avais un deck qui était comme l'énergie avec laquelle tu pouvais mettre des nouvelles cartes en jeu. Donc, ça se promenait entre les trois paquets et c'était vraiment une mécanique assez différente de tout ce qui se faisait, en fait, là. Oui, oui, c'est d'ailleurs pour ça que le jeu a quand même resté longtemps sur le marché, comparativement aux autres compétiteurs de Magic the Gathering. Euh, Borg aussi, quand je vous disais que l'éclectisme de Borg même va jusqu'au fait qu'il a même fait des jeux bibliques pour le marché chrétien des États-Unis. Un jeu qui s'appelle Rédemption, je pense, qui était littéralement inspiré du jeu préféré de Richard Borg. Attends un peu. Et Rédemption, City of Bondage. oui, je pense que c'est C'est ça. un drôle de nom, mais bon. Un jeu où il faut, je pense, il faut aller sauver des héros juifs contre des personnages bibliques maléfiques. Et c'est tout simple comme jeu. En fait, ça s'inspire grandement du jeu préféré de Borg. Et le jeu préféré de Borg, on s'imagine mal qu'est-ce que c'est. En fait, on s'imagine mal qu'est-ce que c'est. On est un peu stupéfait de voir que ça peut être son jeu préféré. Mais quand je vous dis que l'homme est un auteur essentiellement, ce qu'il veut dans un jeu, c'est du plaisir, point. Le jeu préféré de Borg, c'est un jeu qui s'appelle Dungeon. Oh boy, j'ai pensé exactement à ça quand j'ai vu le plateau de Rédemption. Ben, Jeu c'est exactement Dungeon de vieillerie de 1977 à peu près. tout à fait, Antoine. C'est exactement ça. C'est un jeu qui avait été lancé par la compagnie qui avait fait Donjons et Dragons pour essayer d'atteindre un public beaucoup plus jeune. 1975. Ouais, 75, ouais. C'était un jeu fait pour pour populariser Donjons et Dragons pour les plus jeunes. Parce que c'était hyper simplifié comme type de jeu de Donjons et Dragons, avec un plateau qui représentait des couloirs de donjons où on avançait avec un dé sur des cases et on arrivait sur une pièce. Et là, en arrivant dans une pièce, on se battait contre un monstre et on récoltait le trésor. Et tout. Et les combats se faisaient d'une façon très très simple. On avait seulement 3 classes à jouer. C'est la même chose de Rédemption. Bourg s'est inspiré de son jeu préféré avec ça. Euh, et puis, euh, ben, Borg a fait aussi des jeux dans le style de Donjons et Dragons comme Newton Chronicle. Euh, un jeu très vicieux, où est-ce que tous les joueurs vont avoir des missions communes, mais ils vont pouvoir s'embêter entre eux en atteignant la mission commune. C'est très sale comme jeu. Ça a été réédité ensuite, je pense que ça a été fait en 93 la première fois, puis après ça, ça a été réédité. Euh, dans les années 2000, dernièrement, je pense que ça doit faire 7 ou 8 ans. Mais bon, je vous parle d'éclectisme de Borg. Le jeu, vraiment, il l'a consacré, en plus de Liar's Dice. Il lui a permis d'atteindre la position qu'il a dans ce palmarès qu'on a aujourd'hui. C'est le fait qu'il a inventé littéralement un système. Et Borg, en fait, quand je vous dis que c'est quelqu'un qui aime la simplicité, il aime à se définir comme, contrairement à beaucoup d'auteurs de jeux, quelqu'un qui va aller chercher des concepts de joueurs passionnés, qu'on voit dans des jeux de joueurs passionnés, pour les mettre dans des jeux plus accessibles. Alors que habituellement, ce qui arrive, c'est que les auteurs de jeux vont s'inspirer de concepts qu'ils ont vus dans des jeux très accessibles et ils vont en faire des mécaniques pour des jeux plus complexes.
Un peu comme Euh, Volko Ruhnke qu'on avait parlé il y a quelques semaines, quelques mois. Donc lui aussi a inventé, qui avait inventé en fait le système Coin oui, Counterinsurgency. c'est ça. Le système que Borg a inventé, lui, c'est le système Commands and Colors. Et c'est un système vraiment qui a permis énormément de faire un pont entre le monde du wargame et le monde des joueurs occasionnels. Avec Parce que je Mémoire l'ai 44, entre autres. avec Mémoire 44. Mais le tout premier jeu qui a utilisé ce système-là, c'est Battlecry. Donc on revient au premier jeu qu'on parlait tout à l'heure, que Borg avait inventé en 76 avec ses figurines, qu'il avait acheté suite à une convention de Wargamers qu'il avait été. Parce que Borg était un joueur de Wargame aussi, même si son jeu préféré est un jeu hyper simple qui s'appelle Dungeon. Monsieur Borg pouvait, dans les années 70, se donner des parties de Dragnax Austin, qui est un des jeux qui a fait partie des 50 jeux les plus influents des 50 dernières années. Le jeu qui a mis au monde, finalement, la tendance des jeux fleuves qui peuvent durer plusieurs jours à jouer. Borg s'amusait à faire ça. Mais il a voulu faire un jeu qui pouvait aller chercher le feeling que les wargamers avaient pour le grand public. Son Battlecry, par contre, dans les années 70, était vraiment rudimentaire. C'était vraiment un jeu avec des figurines qui avaient des règles de combat avec des dés qu'on lançait. Et bon, ça faisait perdre des unités lorsqu'on se faisait battre au dé. Et bon, c'était pas tellement, je dirais, sophistiqué comme jeu. C'était un peu une espèce Le, de wargame dilué, un peu. Pas mal, oui. Le seul aspect, je vous dirais, qui était similaire à son Battle Cry qui est arrivé en 2000, c'est qu'on avait l'impression qu'on était un général dans un champ de bataille. C'est l'effet que Borg visait dans le jeu. Il voulait que les joueurs se sentent dans la peau d'un général qui donnait des ordres à ses pelotons. Quand Battle Cry est arrivé en 2000, il l'a fait publier chez Avalon Hill. Euh, 99. excusez, 99. excusez, c'est 99. Euh, Battlecry, donc, ce qui est arrivé, c'est que il a été raffiné avec un système Command Colors, donc, qu'on appelle, qui finalement combine trois choses. La première étant des cartes qu'on joue, qui vont désigner quel peloton va avancer et s'activer dans le champ de bataille. La deuxième va concerner une section, qui va être une des sections qui va être une division dans le plateau, généralement trois, une au centre, une à gauche, une à droite. Donc, la carte qu'on va jouer va être associée à une des sections qui va permettre finalement d'activer un peloton dans la section. Et la troisième, c'est la partie Colors dans Command and Colors. Elle s'illustre à travers des dés qui sont lancés et qui ne sont pas des dés normaux, mais des dés avec des symboles et des couleurs. Ces symboles et couleurs-là vont être associés finalement aux cibles qu'on va toucher. Par exemple, si on cible du bleu, ben, ça va faire éliminer des soldats. Si on cible du rouge, ça va éliminer une machine de guerre. Si on vise une autre couleur, ça pourrait éliminer une autre sorte d'acteurs sur le champ de combat. Mais bref, c'est simplifié à l'extrême. Parce que c'est ce que Borg veut. Il veut éviter que les joueurs sortent de leur ambiance ludique représentant le thème qu'il a choisi pour aller se perdre dans des tableaux de C'est ça. probabilité Il veut pour... pas qu'on sorte le livret de règles pendant qu'on joue, en gros. Exactement. Et son Battlecry, donc, a illustré ça. Et Battlecry était le premier d'une série de jeux qui allait faire évoluer ça. Parce que Borg, en fait, il avait en tête avec Battlecry de faire un système qui allait présenter des jeux avec une complexité grandissante pour que les adeptes de ces jeux, puissent le suivre dans l'évolution de son système. Donc, Battlecry a été le plus simple de ces jeux. Après ça est sorti Mémoire 44, qui est devenu son plus gros vendeur. Parce que quand c'est sorti en 2004, donc c'était le 60e anniversaire du débarquement de Normandie, et c'est un jeu qui porte sur, finalement, les dernières années de la Deuxième Guerre mondiale. Donc, généralement, c'est ça. Avec toutes les extensions, on remonte à avant, mais ça met en scène les Américains qui arrivent
en Europe pour libérer l'Europe des Allemands. Et là, ben, on a encore une fois le système qu'on avait avec Battlecry, mais cette fois-ci, on a le moral qui va embarquer. Donc là, il va y avoir un nouveau symbole sur les dés qui va permettre d'illustrer si un peloton va reculer s'il a des symboles obtenus. Euh, et là, ben, il y a des territoires aussi qui vont rajouter des règles spéciales, mais comme Borg ne voulait pas qu'on aille voir dans les règles, l'éditeur Days of Wonder a prévu le coup en constituant des cartes sur lesquelles on avait des rappels avec les terrains, qu'est-ce qu'il faisait comme effet sur le jeu. Warhammer 44 a été un succès énorme. Ça a été en fait réédité et réédité avec des dizaines d'extensions. C'est encore réédité d'ailleurs dernièrement. C'est d'ailleurs pour Parce moi le que jeu, en fait, qui ressort le plus du lot chez Days of Wonder parce que ça ne ressemble pas tellement à leur ligne éditoriale qu'ils ont, je trouve. c'est vrai qu'ils ont sorti un peu des sentiers battus avec ça, et je pense que c'était voulu. Ils ont fait une bonne pêche avec Richard Borg parce qu'ils pouvaient probablement viser un potentiel d'élargissement du marché avec ça. Évidemment, ils visaient le marché des wargamers. Mais à la base, c'est Et un jeu pour 2 joueurs seulement en plus, là. On s'entend que oui, ça se ouais, joue à plus que 2, mais c'est designé mais pour ça se va être en jouer à équipe. 2, là. Ben, comme tout bon jeu de guerre des wargamers en général. Et puis, ben, ça l'a fait un succès bœuf, à un point tel que Mémoire 44 a été le premier En fait, Days of Wonder, plutôt, a voulu faire une version avancée de Mémoire 44 ensuite. Il a suivi le cheminement que Borg avait en tête. Puis, ben, Borg avait effectivement en tête de faire une version médiévale fantastique de Mémoire 44 qu'il allait appeler Battle Lore. Et là, ben, on ajoutait des règles supplémentaires dans Battle Lore, des nouveaux concepts. Les personnages qui étaient dans les pelotons maintenant avaient des pouvoirs spéciaux qui pouvaient s'activer selon certaines conditions. Ça rajoutait une complexité supplémentaire. Il y avait aussi de la sorcellerie qui entrait en ligne de compte, avec des lanceurs de sorts qui pouvaient changer la donne. Euh, donc, plus massif encore, plus complexe, visant encore plus un marché plus large, parce que ça allait chercher des joueurs de jeux de rôle, des fois. Mais par contre, Days of Wonder a mal calculé son coût, trop d'investissement dans le jeu, pas assez de ventes au rendez-vous. Ils ont mal calculé leurs ambitions et ça a été récupéré par Fantasy Flight. Et puis, ben, ça a quand même bien marché aux États-Unis. Bon, ça aurait pu marcher autant que Mémoire 44, mais autant. Autant. On parlait de Euh, Star Wars tantôt. Il y a même eu une version de ce style de jeu, mais de Star Wars, qui s'appelle Battle of Hoth. c'est la dernière version, finalement, qui a été aboutie de cette série-là de Commands and Colors que Borg a faite dernièrement, Ouais, euh, 2025, tout récent. 2025, et qui représente finalement le combat sur la planète Hoth de l'épisode 5 de Star Wars entre les Hat-Hat et les rebelles. Et c'est très, très bien illustré aussi. Et ça, c'est mis à part les autres versions que Borg a faites aussi, parce qu'il a pas seulement été chez Days of Wonder, il a été chez GMT pour faire son Commands and Colors avec le thème de l'Antiquité. Il a fait aussi les batailles napoléoniennes. Il a fait aussi les batailles médiévales japonaises, un samouraï au rendez-vous. Et ces versions-là sont probablement les versions les plus avancées de son système. Et là, on parle en fait de d'autres qui se rajoutent avec des pelotons qui diminuent au fur et à mesure. En fait, leur lancer de dés diminue au fur et à mesure que les pelotons rétrécissent en taille. Il Euh, faut préciser en fait que ces jeux-là, là, ça a l'air vraiment compliqué. Ça a l'air d'avoir plein de trucs à suivre, mais ce sont des jeux avec un poids, bon, sur Board Game Geek, le poids, on s'entend que c'est relatif, mais en bas de 2. Et on parle des jeux de 30 et 45 minutes. Ce sont des jeux qui exact. sont vraiment très accessibles, qui sont pas ultra compliqués. Quand tu disais qu'il voulait prendre les wargames et les rendre accessibles, il a vraiment réussi à le faire, là. Oui, c'est ça. C'est vraiment ça. Son apport principal, c'est ça. Il a réussi à 100% à faire du wargame quelque chose qui était familier pour les joueurs occasionnels. Et Euh, en fait, ceux qui veulent vraiment
s'immerger là, dans une thématique comme ça. Il y a aussi les scénarios Overlord là, qui existent, qui vont se jouer à 4 joueurs, en fait, là, 2 contre 2, si je me souviens bien. Donc, Oui. avec une carte qui vraiment prend 2 tables de long, là, mais c'est comme l'équivalent d'avoir 2 jeux, un à côté de l'autre, et les joueurs vont jouer en équipe. Donc, ceux qui veulent vraiment jouer à 4 peuvent le faire de cette façon-là. Là. Oui, là, on parle vraiment de. Là, c'est vrai, on parle de général qui commande des armées parce qu'il y a un joueur qui joue du rôle du général, qui donne des ordres à chacun des joueurs, qui eux autres vont faire leurs ordres, vont exécuter leurs ordres sur leur partie de plateau. Euh, c'est très réussi. Le système Command and Colors a même été utilisé par un éditeur britannique, PSP Games. Borg, à ce moment-là, l'a utilisé pour l'intégrer dans des batailles spatiales. Donc, des armadas de vaisseaux spatiaux qui vont s'entrechoquer pour finalement se faire la guerre à la manière Command and Colors. Red Le jeu en tant que Alert. tel, c'est Red Alert, exactement. Donc, voilà, c'est ça qui est Richard Borg. C'est ça l'apport de Richard Borg. C'est pour ça qu'il est assez important. C'est qu'il a vraiment été un acteur crucial pour relier 2 parties de notre hobby ensemble. Et puis, il a fait aussi d'autres jeux que je ne vous ai pas nommés, mais il est très, très versatile dans sa façon de faire des jeux. Il a déjà fait même. Hasbro l'avait déjà engagé pour faire une version jeu de cartes de Stratego. Ça n'a pas été retenu. C'est devenu Hera and Zeus chez Cosmos. C'est ce que Au début des j'allais années te 2000. parler. Eren Zeus, puis si je me souviens bien, il y a eu une autre version avec un autre nom, Thunder and Lightning. Thunder and Lightning est sorti en 2016 chez Z-Man Games. Euh, donc, c'est ça. C'est vraiment. Il a fait un jeu sur les questions, sur l'histoire. Je pense que c'est en 92, je pense, qu'il a fait ça. Euh, Ouais, j'ai vu des trucs un peu étranges sur son CV, en fait, quand on regarde ce qu'il a fait. C'est vraiment. Il a fait un peu du coq à l'âne par bout, là. J'essaie de me souvenir qu'est-ce que j'ai vu. Bon, il a fait un jeu sur Bob the Builder, entre autres. oui, il a fait un jeu sur Bob the Builder. Donc, effectivement, il était capable de faire un peu n'importe quoi. Il a fait plein de jeux sur les X-Men. Il a fait ça. Tu parlais tantôt de Advanced Dungeons and Dragons Trivia Game. Oui, C'est probablement lui il que a tu fait un cherchais. jeu. Oui, tout à fait. Pig Pile, qui est une espèce de variante de Uno, euh, qui était assez populaire il y a 25 ans, je vous dirais. Bon, maintenant, je Euh, dois me trouver une copie de Bob the Builder. Je suis sûr que c'est son plus grand succès. je sais pas, mais ça pourrait être. Il a même participé, écoutez, il a même fait, je pense. Ah non, il n'a pas fait de jeu de dextérité. C'est peut-être une des seules catégories qu'il n'a pas fait. Un peu Sauf les jeux décevant. déduction. Puis maintenant, à Ouais. 78 ans, il doit shaker comme il faut. Là. C'est plus le temps de faire un jeu de dextérité. Là. Bon, je fais de l'âgisme avec tout ça. Je m'excuse. Donc, c'était le numéro 44, Richard Borg, encore un Américain. On dirait que les Américains sont en train de nous envahir dans le bas de la liste. On est rendu quand même Oui, avec 4 Américains sur 7 déjà. oui. Ça ne veut pas nécessairement dire que ça va être le même ratio pour le reste de la liste, là, mais c'est sûr que les Américains ont leur part du marché. Ouais, malheureusement. Les maudits Américains sales. Non, c'est pas vrai. Donc, merci Pierre pour cette leçon d'histoire encore. C'est toujours super intéressant. On va essayer d'être là
peut-être la semaine prochaine déjà pour un autre. Là, je veux pas laisser trop d'attente parce que effectivement, si on n'est pas là, le monde va être déçu. Mais pour les prochains épisodes, on va repartir du numéro 43. On ne devrait pas avoir besoin de refaire une récapitulation à chaque semaine. Ça va aller plus vite les prochaines fois. Et j'espère que Vincent va être là aussi pour les prochains épisodes. Encore une fois, merci Pierre, et je te laisse le mot de la fin. Ouais, ben le mot de la fin, en fait, j'ai voulu vous dire les scores des deux auteurs qu'on a. Ah, ben là, ça va être long comme mon score de la fin, ça. Et c'est 62 sur 100 pour les deux. La distinction est dans la transformation sectorielle. Richard Borg en a fait un petit peu plus que Bruno Felici. Bon, ben, ça prend juste la note de passage pour être dans le top 50. C'est merveilleux. Merci Pierre. À la prochaine.